Bonjour, voici le cours sur le chapitre P3 sur la lunette astronomique. Donc ici vous avez une peinture représentant Galilée avec sa lunette. Donc il est en train de regarder à travers l'oculaire de la lunette et l'objectif vise donc les étoiles. Commençons tout d'abord par des rappels sur la formation d'une image à travers une lentille mince convergente. Donc tout d'abord, on appelle l'axe optique l'axe qui est perpendiculaire à la lentille qui est représentée ici par cette double flèche qui passe en son centre. Et cet axe est toujours orienté de la gauche vers la droite qui représente le sens de propagation de la lumière. Cette lentille va avoir trois points particuliers qui sont son centre optique haut et ses deux points foyers, le foyer objet qui est situé à sa gauche et le foyer image, noté F', qui est situé à sa droite. Attention, il ne faudra pas confondre F majuscule et F minuscule, j'y reviendrai. F majuscule, ce sont des points et on verra que F minuscule, c'est une distance. Donc il faudra bien faire attention à votre écriture, ce sera important pour la suite. Nous avons ici un objet AB d'une certaine taille et on cherche quelle sera l'image de AB à travers la lunette, c'est-à-dire où dois-je placer un écran pour visualiser l'image de AB à travers la lunette. Eh bien, vous devez vous rappeler de trois rayons particuliers. Le premier rayon est le rayon qui va passer par le centre optique qui ne sera jamais dévié. Donc, petite précision, on cherche l'image de B. On en déduira l'image de A parce que A étant situé sur l'axe optique, son image est forcément quelque part sur l'axe optique. Par contre, pour B, ce n'est pas le cas, donc on va chercher l'image de B. Et donc nous construisons ce premier rayon qui n'est pas dévié. C'est le seul qui ne sera pas dévié parce qu'il passe par O. Deuxième rayon particulier est celui qui est parallèle à l'axe optique, donc celui-ci, et qui va émerger en passant par le foyer image. Vous voyez alors que ces deux rayons se croisent en un point. Ce point de convergence est justement B', l'image de B. Pour le vérifier, on va tracer un troisième rayon particulier, le rayon qui va passer par le foyer objet, donc celui-ci, et qui va émerger parallèlement à l'axe optique, et vous voyez que à nouveau, eh bien, il passe par le point de convergence dont on a parlé tout à l'heure. Il faut imaginer que n'importe quel autre rayon qui serait issu de B et qui passerait à travers la lentille, eh bien, passerait par ce point ici de convergence que nous allons appeler B'. Et donc, on en déduit A', qui est à l'aplomb de B' sur l'axe optique, donc qui est situé ici. Voilà comment on construit l'image A'B' de AB à travers cette lunette. Alors, elle a quelques petites caractéristiques. Si cette image, par exemple, elle est plus petite que l'objet, elle est renversée, puisque B se situe au-dessus de l'axe optique, alors qu'ici, il est en dessous. Et c'est une image réelle, puisqu'elle est située à la droite de la lentille. Donc, je peux placer un écran ici, une simple feuille de papier, par exemple, et je visualiserai parfaitement cette image issue donc de cet objet. Donc les rayons lumineux issus de B convergent en B', l'image se forme donc comme je vous l'ai dit sur un écran. Si je modélise cette lentille par un cristallin, eh bien voilà où doit se situer la rétine pour que l'image soit vue nette par cet œil. Alors cette fois-ci, si l'objet AB est bien à gauche de la lentille, mais entre O et F. Dans ce cas, là encore, nous allons pouvoir trouver son image. On verra qu'elle est un petit peu particulière, donc on va représenter les trois rayons dont nous avons parlé tout à l'heure. Et on commence par le premier, celui qui n'est pas dévié et donc qui passe par le centre optique O. Puis, je vais tracer celui qui est parallèle à l'axe optique et donc qui va émerger en passant par F'. Et là, on s'aperçoit que ces deux rayons,
eh bien, divergent. Ils ne se croisent pas. On peut tracer le troisième rayon qui passe par F et par B et donc qui va émerger parallèlement à l'axe optique. Donc voilà, ces trois rayons divergent. Donc effectivement, ils ne convergent pas, je ne vais pas trouver B' quelque part ici. Mais si on place un œil donc de ce côté-là, donc cet œil voit ces différents rayons. Pour cet œil, eh bien, il semble provenir de cette direction-là, les trois, et là, ils convergent en un point. Parce que pour l'œil, tout rayon qui lui arrive en ligne droite. Donc, pour cet œil, il a l'impression que l'image se situe ici. Donc, il suffit de prolonger ces rayons, mais ces rayons n'existent pas. C'est pour ça qu'on les prolonge en pointillés. C'est une déformation pour l'œil. Ces rayons n'existent pas puisqu'ils viennent d'ici. Mais pour cet œil, il a l'impression que ces rayons proviennent de là. Et donc, effectivement, c'est cette image-là donc qui est située à gauche de la lentille. Donc, je ne peux pas la visualiser sur un écran. C'est un effet d'optique. Et comme vous pouvez le constater, cette image est agrandie par rapport à AB et elle est droite. Elle est du même côté que l'objet AB, donc elle est virtuelle. Cette image n'est pas réelle, elle est virtuelle. Et c'est ce qu'on appelle donc l'effet loupe. Vous devez être capable de trouver l'image donc d'un objet AB, que cette image soit réelle ou virtuelle. Vous devez être capable de refaire ces rayons que je viens de représenter. Ça, c'est du programme de première ainsi qu'une partie en seconde. Donc, on va s'intéresser maintenant à l'objectif de ce cours, à la lunette astronomique. La lunette astronomique sert à observer des astres ou bien des objets éloignés. Elle est constituée de deux lentilles que l'on nomme l'objectif, qui est donc ici, du côté de l'objet qui est regardé, puis d'un oculaire, qui est une autre lentille convergente, mais qui est du côté de l'œil. C'est là qu'on va passer son œil. Le but de l'objectif est de collecter le maximum de lumière possible. Elle a besoin donc d'un très grand diamètre, le plus grand possible, et d'une très grande distance focale, c'est-à-dire la distance de O à F'. Pour l'oculaire, le but est de faire un effet loupe. Donc, on a besoin d'une toute petite distance focale. N'oubliez pas de ne jamais observer directement le soleil avec une lunette astronomique. Vous abîmeriez de façon irrémédiable votre rétine. Alors, voici la schématisation. Donc, vous avez ici une lentille qui est l'objectif avec une très grande distance focale et d'un oculaire qui est une lentille convergente avec une très petite distance focale. Essayez de répondre à ces 4 questions, mettez sur pause et on corrige ensemble. À quelle distance de l'observateur se situent les objets AB que l'on regarde dans une lunette astronomique? Eh bien, on va essayer de regarder des objets très lointains ou même on pourrait dire à l'infini, puisque ce sont des planètes, ce sont des étoiles ou des objets lointains terrestres. Donc, d'un point de vue pratique en physique, on va dire qu'ils se situent à l'infini. À partir du moment où il y a plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, eh bien, on peut dire que les objets sont à l'infini. En conséquence, dans quel plan particulier de l'objectif leur image intermédiaire va-t-elle se former? Effectivement, l'objet est situé très loin. Eh bien, quand on a un objet très éloigné, les rayons lumineux qui nous parviennent de cet objet arrivent parallèles entre eux. Et le fait d'avoir des rayons qui arrivent de façon parallèle entre eux, eh bien, l'image se formera toujours dans le plan focal image de l'objectif. Donc, l'image va se situer, si ici
nous avons la distance focale de l'objectif, eh bien l'image va se situer dans ce plan ici. Cette image donc est réelle puisqu'elle est située après l'objectif. Elle sera renversée car toute image réelle est toujours renversée. Pour éviter la fatigue, il est souhaitable que l'œil de l'observateur n'accommode pas. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'accommodation. C'est le fait que votre cristallin, qui se comporte comme une lentille convergente, eh bien, se déforme plus ou moins pour que votre œil soit plus ou moins convergent, pour que l'image de tout objet que vous regardez, eh bien, se forme toujours sur la rétine. Or, un œil n'accommode pas, c'est-à-dire ne fatigue pas, lorsqu'il regarde des objets à l'infini, c'est-à-dire très loin. Là, il n'y a pas de contraction au niveau des muscles cilaires qui sont autour donc du cristallin, et donc celui-ci est au repos. L'objectif ici, on regarde un objet à l'infini, l'image se situe dans le plan focal image de l'objectif. Pour que les images qui se forment à travers cet oculaire se retrouvent à l'infini, il faut que l'objet correspondant se situe dans le plan focal objet. Donc dans quel plan particulier de l'oculaire faut-il que A1, B1 se forme pour qu'il en soit ainsi? Eh bien l'image intermédiaire formée par l'objectif A1, B1 qui est située au niveau ici du point focal image de l'objectif, il faudra que cette même image qui devient un objet pour l'oculaire se situe lui aussi dans le plan focal objet, cette fois-ci de l'oculaire, afin que son image se forme à l'infini. Donc, dans ces conditions, quelles sont les positions relatives du plan focal image de l'objectif et du plan focal objet de l'oculaire? Eh bien, dans ces conditions, ces deux plans focaux doivent être identiques, donc placés au même endroit. Alors, parlons maintenant de la lunette astronomique qui est une lunette afocale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette lunette qui va regarder un objet à l'infini, eh bien l'image de cet objet doit elle-même se retrouver à l'infini pour ne pas que l'œil se fatigue. Et donc il y a une image intermédiaire que l'on va représenter dans les différentes situations qui se retrouve être dans le plan focal image de l'objectif, mais également dans le plan focal objet de l'oculaire. Ça veut dire que ces deux plans focaux se trouvent au même endroit. Si nous représentons cette situation, donc on a cette première lentille qui est l'objectif, l'objet est à l'infini, l'image va se former sur f'1 qui est le plan focal image de l'objectif, mais qui se trouve être aussi au niveau du plan focal objet de l'oculaire et du coup l'image se formera à l'infini. Alors justement, construisons ensemble le faisceau émergent, puis vous le reproduirez sur votre feuille. J'ai représenté ici une première lentille qui va nous servir d'objectif. La deuxième lentille qui va nous servir d'oculaire. La première lentille a une très grande distance focale, ici entre O1 et F1, de la même façon entre O1 et F1'. Pour la deuxième lentille, elle a une courte focale qui est la distance entre O2 et F2', qui est la même distance qu'entre O2 et F2. Alors pour cela, nous allons représenter un premier rayon qui vient d'un objet très lointain, donc l'objet B ici est à l'infini vers ce côté-là. Cet objet, donc on l'appelle AB, A est quelque part très très loin ici sur l'axe optique. Donc représentons ce premier rayon. On sait que A' sera également sur cet axe optique. Donc on cherche l'image de B. Nous allons tracer un autre rayon qui est parallèle au premier, mais qui va passer par le centre optique O1 et du coup qui n'est pas dévié. Donc je le poursuis jusqu'à cette lentille. Par contre ici, forcément, sa direction sera modifiée, je ne sais pas encore laquelle, on verra plus tard.
traçons un troisième rayon toujours parallèle aux deux premiers, mais cette fois-ci passant par F1. On a revu ensemble, eh bien, ce rayon qui passe par F1 émerge en étant parallèle à l'axe optique. Eh bien, vous remarquez que ces deux rayons se croisent en un point qui se situe être dans le plan focal de l'objectif, c'est-à-dire à l'aplomb ici de F'1. Donc quelque part sur cet axe vertical ici passant par F'. Et donc tous les autres rayons qui arrivent parallèles entre eux provenant de B vont tous converger vers ce point qui se trouve être l'image intermédiaire que l'on va appeler A1B1 et donc qui se situe, comme je viens de le dire, dans le plan focal image de l'objectif. Nous pouvons donc tracer maintenant comment va émerger ce rayon. Eh bien, il va passer également par B1. Maintenant que nous avons tracé l'image intermédiaire, eh bien, déterminons comment vont émerger ces rayons pour former l'image définitive. B1, tout comme 1, se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. Essayons de trouver l'image maintenant définitive. Là, nous avons déterminé l'image intermédiaire. Trouvons l'image définitive de B à travers, donc cette fois-ci maintenant, l'oculaire. Le rayon qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce rayon rose. En effet, puisqu'il est parallèle à l'axe optique, alors il va émerger en passant par F'2. Je peux imaginer un rayon qui part de B1 et qui va passer par le centre optique O2 et donc ce rayon n'est pas dévié. Vous vous apercevez que ces deux rayons sont parallèles entre eux. Ça veut donc dire que tous les rayons issus de B1 émergeront parallèles entre eux après l'oculaire. Et donc, je peux représenter maintenant ce rayon vert et ce rayon violet. Ils seront donc parallèles au premier. De la même façon que tout à l'heure, si on place un œil ici, eh bien, il voit quelque chose dont les rayons qui lui arrivent sont tous parallèles entre eux. Pour l'œil, c'est quelque chose qui est très lointain et qui semble provenir de cette direction-là. Et en effet, l'image B', qui est une image donc virtuelle, se retrouve à l'infini de l'autre côté ici. De la même façon, le A', qui est donc situé sur l'axe optique, sera à l'infini de l'autre côté ici vers la gauche, tout comme A. Je récapitule. L'image intermédiaire que nous avons obtenue grâce à l'objectif. Comme vous pouvez le constater, c'est une image qui est plus petite que l'objet, qui est renversée, puisque B est au-dessus de l'axe optique alors que B1 est en dessous de l'axe optique, donc qui est renversée, et qui est réelle, puisque cette image se situe à droite de l'objectif. Par contre, cette image intermédiaire devient un objet pour l'oculaire. Donc, où se situe l'image de A1B1 à travers l'oculaire? On a vu que c'était B' ici, A' ici à l'infini. Eh bien, on s'aperçoit que l'image B' et A' sont du même côté que l'objet A1B1, donc il s'agit d'une image virtuelle. B1 est situé vers le bas par rapport à l'axe optique B' également, donc B' est du même côté et du même sens que A1B1, mais elle se situe donc à l'infini et elle est donc grossie. Au final, tout se passe comme si l'oculaire avait fait un effet loupe par rapport à A1B1. Et donc, attention, B' par rapport à B est renversé. Donc on obtient une image virtuelle renversée agrandie. Faites cet exercice, mettez sur pause, on se retrouve pour la correction. Alors on corrige. Première question, définir une lunette astronomique afocale. Donc une lunette astronomique afocale est constituée de deux lentilles minces convergentes qui formeront l'objectif et l'oculaire, et ces deux lentilles auront le même axe optique.
la distance focale de l'objectif sera bien supérieure à la distance focale de l'oculaire et surtout, pour qu'elle soit afocale, il faudra que le foyer image de l'objectif soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire. On vous demande de schématiser cette lunette afocale avec une échelle de 1 cm sur le schéma pour 5 cm en réalité. Et on vous donne ici les distances focales réelles des deux lentilles. Donc j'ai écrit ici que sur le schéma j'ai 1 cm pour 5 cm en réalité. Donc ce qui me donne pour la distance focale de l'oculaire, eh bien une distance focale sur un schéma de 1 cm. Par contre, pour la distance focale de l'objectif qui fait en réalité 4 cm, eh bien sur mon schéma, je vais la faire de 4 cm. Donc je reproduis la situation. L'objectif ici, il faut qu'entre O1 et F'1 sur votre schéma, vous ayez donc 4 cm. Et F2 et O2, vous ayez ici une distance de 1 cm. N'oubliez pas d'écrire, de représenter l'axe optique que l'on appelle delta et de bien nommer les lentilles, à savoir l'objectif à gauche et l'oculaire à droite. Passons à présent au tracé du faisceau émergent. Donc, je reprends la situation vue précédemment, c'est-à-dire j'observe à travers l'objectif un rayon provenant d'un objet très lointain. Son image intermédiaire se situe dans le plan focal image de l'objectif qui se trouve être également le plan focal objet de l'oculaire. Et pour représenter l'image de ce rayon, puisque cet objet se trouve dans le plan focal de l'oculaire, tout rayon issu de B1 émergera de l'oculaire par des rayons qui seront parallèles entre eux. Donc il suffit que j'en trace un, notamment par exemple le rayon qui arrive, partant de B1, qui arrive parallèlement à l'axe optique, qui va émerger en passant par le foyer image. Donc c'est ce rayon-là qui semble provenir en réalité de l'infini vers la gauche ici. Et donc pour trouver le faisceau émergent, eh bien nous allons représenter un rayon qui est parallèle à celui provenant de B, mais qui va épouser l'objectif. Donc par exemple, ce premier rayon-là, qui arrive au bord de la lentille, eh bien lui aussi, puisqu'il est parallèle à celui-ci, il va converger en B1. Donc je trace ce rayon-là. Je fais la même chose pour l'autre bord de la lentille de l'objectif. Et donc, forcément, puisque ces trois rayons sont parallèles entre eux, ils vont tous passer par B1. Donc, je me retrouve avec ce rayon-là. Maintenant, il faut savoir comment vont émerger ces deux rayons à travers l'oculaire. Rappelez-vous, puisque cette image A1B1, qui est l'image donc de AB à travers l'objectif, cette image devient objet pour l'oculaire et cet objet se trouve dans le plan focal objet. Alors, tous les rayons issus de B1 eh bien, émergeront parallèles entre eux. Donc, j'ai déjà ce premier rayon, eh bien, les autres rayons seront donc parallèles au premier. N'oubliez pas, pour un œil qui est situé ici, ces rayons semblent provenir donc de cette direction-là. Vous voyez là encore, ce sont des rayons qui sont parallèles entre eux, mais ce ne sont pas des vrais rayons. C'est ce que l'œil voit, mais ce ne sont pas des vrais rayons. C'est pour cela que je les ai tracés en pointillés. Ils semblent provenir de cet endroit. Et donc, pour l'œil, voici ce que l'on observe. L'image est située à l'infini par là-bas. Donc, l'image B' vue à travers l'oculaire est située à l'infini de l'autre côté ici. Donc, on a bien une image renversée par rapport à l'objet. Et donc, pour tracer le faisceau, eh bien, il suffit de colorier toute cette lumière qui passe à travers cette première lentille et qui va arriver comme ceci de l'autre côté. Bon, j'ai un petit peu dépassé là, hein, mais vous faites bien avec, par exemple, un fluo. Essayez de faire cet exercice et on corrige après. Donc, cette lentille
est une lentille convergente et on cherche à représenter ce faisceau qui va émerger de la lentille convergente issue de B1. On s'aperçoit que B1 se situe dans le plan focal objet de cette lentille, donc tous les rayons provenant de B1 vont émerger tous parallèles entre eux de l'autre côté. Mais comment vont-ils émerger? Ces deux rayons ne sont pas des rayons particuliers que l'on va pouvoir tracer facilement. Donc on va imaginer un autre rayon, le rayon par exemple qui est parallèle à l'axe optique et donc qui va passer par F'2. Donc j'aurai la direction de ce rayon, et bien tous les autres rayons seront parallèles à celui-ci. Donc voici ce que ça donne au niveau de la construction. J'ai représenté donc le rayon rose ici qui est parallèle à l'axe optique et qui va donc émerger en passant par le foyer image F'2. Et donc ces deux autres rayons issus de ce même point B1 seront tous aussi parallèles au faisceau, au rayon rose. Donc j'ai ainsi pu tracer le faisceau. Ensuite, je colorie entre les deux. Essayez de faire cet exercice, puis on le corrige après. On a une lumière issue d'un point objet B qui est situé à l'infini et qui va traverser une lunette astronomique afocale qui sera modélisée par deux lentilles minces convergentes. On vous demande de vérifier si les affirmations qui sont écrites sont exactes, sinon de les corriger. Première affirmation, l'image B1 d'un point objet B donné par l'objectif se situe dans le plan perpendiculaire à l'axe optique contenant le foyer image de la lentille modélisant l'objectif de la lunette. Donc ça, c'est vrai. Deuxième phrase, l'image B1 devient un objet pour l'oculaire. C'est vrai également. Troisième phrase, le point B1 se situe dans le plan perpendiculaire à l'axe optique contenant le foyer image de la lentille modélisant l'oculaire de la lunette. C'est ici qu'il y a un problème. En effet, ce n'est pas le foyer image de la lentille qui modélise l'oculaire, mais c'est le foyer objet de la lentille qui modélise l'oculaire. L'oculaire, je vous rappelle, c'est la deuxième lentille. Et enfin, dernière phrase, le faisceau émergent de l'oculaire est toujours parallèle à l'axe optique. Non, n'est pas toujours parallèle. Dans les différentes situations que nous avons tracées, vous avez vu que le faisceau émergent n'était pas parallèle à l'axe optique, c'est-à-dire horizontal. Les rayons étaient parallèles entre eux, mais pas forcément parallèles à l'axe optique. Donc ce n'est pas forcément parallèle à l'axe optique. Ça peut l'être, mais pas forcément. Allez, on regarde la dernière partie de ce cours sur le grossissement. Alors, le diamètre apparent d'un objet est l'angle que l'on appelle θ sous lequel un observateur voit l'objet. Donc, l'objet AB, s'il est regardé à l'œil nu, il est vu sous un angle θ. Par exemple, ici, j'ai un objet AB à cet endroit-là. Eh bien, je regarde avec mon œil cet objet, je le regarde avec un angle θ. Que ce soit l'œil qui le regarde directement ou que ce soit la lunette, l'objet AB étant situé au même endroit, il arrive avec le même angle apparent par rapport soit à l'œil nu, soit à l'objectif de la lunette, c'est cet angle θ. L'image A'B', l'image finale, qui est vue à travers la lunette astronomique, sera vue sous un angle que l'on va appeler θ', que je vais représenter dans un schéma juste après. Et donc, par définition, on va appeler le grossissement grand G d'une lunette qui sera le rapport entre ces deux angles-là. L'angle de l'image vue à travers la lunette sur l'angle du diamètre apparent de l'objet vu à l'œil nu. Alors essayons de représenter ces deux angles sur cette construction graphique. On visualise ici l'angle θ que l'on retrouve ici de la même façon puisque ces deux droites ici qui sont des séquentes forment ces deux angles que l'on appelle alternes internes. Et pour θ', eh bien c'est cet angle-là.
l'angle donc entre l'axe optique et le rayon qui arrive jusqu'à l'œil. Je peux retrouver cet angle-là ou cet angle-là, c'est le même. Et de la même façon, je le retrouve de l'autre côté ici, puisque ces deux angles-là sont des angles alternes internes. Essayons maintenant de comprendre ce que représente θ et θ' par rapport au grossissement. Si je regarde ce triangle rectangle particulier ici, θ se trouve ici. Eh bien, vous avez, puisque c'est un triangle rectangle, vous avez ici le côté adjacent à l'angle, ici vous avez le côté opposé à cet angle, et enfin vous avez l'hypoténuse. Eh bien, si j'exprime la tangente de θ dans ce triangle O1, F'1, B1, eh bien, je peux écrire que tangente θ, je vous rappelle que c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire ici F'1, B1, c'est le côté opposé, sur le côté adjacent, donc O1, F'1. Donc, voici comment ça s'exprime. De la même façon, avec ce triangle ici, où vous avez l'angle θ' qui est situé ici, eh bien, j'ai encore un triangle rectangle avec le côté, par rapport à θ' qui est ici, le côté adjacent, le côté opposé et enfin l'hypoténuse. Là encore, je vais exprimer dans le triangle O2, F2, B1, O2, F2, B1, eh bien, la tangente de θ'. Tangente de θ', c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, ça va s'écrire ainsi. Lorsque les angles θ et θ' sont très petits, alors la tangente de l'angle est égale à l'angle, à condition d'exprimer ces angles en radians, donc faites attention à votre calculatrice. Du coup, je peux dire, puisque G, par définition, c'est le rapport de θ' sur θ, eh bien, donc je peux dire que θ' c'est ce rapport-là, F2B1 sur O2F2, que j'ai écrit ici, et θ, il s'agit donc de ce rapport-là, puisque tangente θ environ égale à θ. J'ai donc une fraction de deux fractions. Je vous rappelle que quand on a une fraction de deux fractions, on garde la fraction principale du numérateur ici telle qu'elle est, et on multiplie par l'inverse de la fraction située au dénominateur. Donc on obtient ceci. Or, on a ce côté-là qui est identique, c'est-à-dire F2, B1 et F'1, B1 qui est exactement identique, puisque les foyers F2 et F'1 sont confondus. Du coup, je peux simplifier cette expression et on a le rapport entre O1 F'1 et O2 F2. Eh bien, O1 F'1, c'est justement la distance focale de l'objectif, c'est-à-dire F', et O2 F2, c'est cette distance-là, c'est la distance focale de l'oculaire. Et donc, on peut l'écrire plus simplement en écrivant que c'est le rapport de la distance focale de l'objectif sur la distance focale de l'oculaire. Attention, là, j'ai des majuscules parce que ces F représentent des points. Ici, j'ai une minuscule, là et là, car ces petits f représentent des distances en mètres. Il sera nécessaire que ces deux grandeurs soient exprimées avec la même unité de longueur, c'est-à-dire toutes les deux en mètres ou en centimètres ou en millimètres comme vous voulez, car G n'a pas d'unité. Pour une lunette, on cherche à ce que la lunette grossisse, donc il faut que G soit supérieur à 1, ça veut dire ici un numérateur supérieur à un dénominateur, donc il faudra toujours que la distance focale de l'objectif soit beaucoup plus grande que celle de l'oculaire pour que la lunette puisse grossir, c'est quand même un petit peu le but. Alors quelles sont les caractéristiques d'une lunette lorsque vous en achetez une? Eh bien, il y a deux valeurs qui seront notifiées. La première sera le diamètre de l'objectif, toujours écrit en premier, exprimé en millimètres, et la distance focale de l'objectif,
qui sera également fournie. En général, quand on achète une lunette astronomique, elle est fournie avec deux oculaires différents, mais ces distances focales ne sont pas forcément notifiées ici sur la lunette parce que la lunette, ce qui ne pourra pas changer, c'est l'objectif. Vous pourrez changer d'oculaire, mais pas l'objectif. C'est pour cela que dans la lunette, ce seront toujours ces deux valeurs qui seront écrites et toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire le diamètre d'abord, puis la distance focale. Mettez sur pause et faites cet exercice. Donc nous corrigeons. On a représenté ci-dessous le schéma d'une lunette afocale. On repère qu'elle est afocale puisque le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. On a bien ici l'image A1, B1 qui est l'image intermédiaire qui se forme dans ces deux plans focaux. Et donc l'image finale se situe à l'infini par ici, puisqu'on a les rayons émergents qui arrivent tous parallèles entre eux. On vous demande de justifier cette expression. Alors, pour cela, on a cet axe optique qui est séquent à ce rayon ici. Eh bien, on repère θ ici, mais également de l'autre côté, puisque ce sont des angles alternes internes. Maintenant, on s'intéresse à ce triangle en particulier. Et donc, ce triangle nommé O1, F'1, B1, on va écrire la tangente θ de cet angle, qui est donc côté opposé à un B1 sur côté adjacent, c'est-à-dire O1, F'1. On va faire la même chose pour la tangente de θ', donc dans ce triangle ici, O2, F2, B1. Le θ' se situe ici, comme il se situe ici. Donc dans ce triangle-là, tangente de θ', c'est côté opposé sur côté adjacent. On peut l'écrire comme étant le rapport de A1B1 sur O2 F2. Puisque les angles θ et θ' sont petits, on peut écrire que ces deux angles sont à peu près égaux à leur tangente, à condition que ces valeurs soient en radians. Eh bien, exprimons le grossissement grand G, qui est par définition égal à θ' sur θ, ça vous devez le connaître par cœur. Et donc, quand on a un rapport de deux fractions, eh bien, la fraction du numérateur ne change pas, elle reste telle qu'elle est, et on multiplie par l'inverse de cette fraction. Donc, cela s'exprime par cette multiplication ici. Nous avons ici la fraction du numérateur qui est écrite telle que, et ici, nous avons écrit l'inverse de cette fraction située au dénominateur. Et on s'aperçoit que ces deux grandeurs sont égales, donc on peut les simplifier. On a donc le rapport de O1 F'1 sur O2 F2, et ça, justement, c'est le rapport des distances focales de l'objectif sur celui de l'oculaire. Alors, quelles sont les qualités d'une lunette astronomique? Elle doit recueillir le maximum de lumière pour que l'on puisse arriver à voir correctement l'objet que l'on cherche à regarder. Pour cela, pour recueillir le maximum de lumière, il faut que le diamètre de l'objectif soit le plus grand possible, pour pouvoir observer donc les détails d'un astre. L'inconvénient, c'est qu'avoir un diamètre très important et sans imperfection, c'est compliqué. Donc effectivement, en général, on ne trouve pas des lunettes avec un diamètre supérieur à 1 mètre, ce qui est déjà très important. Faites l'exercice numéro 14, page 398 et mettez sur pause. Alors, nous avons ici une indication par ces deux valeurs qui sont représentées. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédemment, dans une lunette commerciale, vous avez toujours deux données qui sont écrites en millimètres, qui sont des données toutes relatives à l'objectif. Quelle est la distance focale de l'objectif dans cette lunette? Eh bien, il s'agit du deuxième chiffre. Donc ici, f' égale 900 mm. Et enfin, quel est le diamètre de l'objectif de cette lunette? Le diamètre est toujours
représenté par le premier nombre qui est indiqué. Donc ici, ce nombre-là. Et donc, on a un diamètre qui fait 70 mm, c'est-à-dire 7 cm de diamètre pour cette lunette. Voici les points que vous êtes censé connaître parfaitement à l'issue de ce cours. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt, on se retrouve en classe. N'oubliez pas, si vous avez des questions, notez-les sur votre bloc-notes pour pouvoir me les poser au prochain cours. À bientôt.